Marc Jancovici, dans cet univers des spécialistes de l'énergie et du climat, vous êtes atypique parce que vous êtes un peu en même temps, à la fois décroissant et pro-nucléaire. Disons que dans cette fourmilière, quelquefois, vous jetez des pavés dans la mare qui font du bien, en tout cas, à entendre. Vous êtes pour un discours de vérité. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, au soir d'une élection présidentielle comme celle-là, quand vous avez, et qu'on vous entend nous raconter notre avenir, il est sombre et souvent très sombre. Est-ce qu'on a besoin, dans le discours écologique, d'être encore aujourd'hui inquiet, et où est-ce qu'on trouve l'espérance ? Oui, bien sûr qu'on a, pour partie, raison d'être inquiet, sinon je ne serais pas sur ce plateau. Bien sûr. En fait, ce qu'on explique dans l'excellent livre que vous avez à votre gauche... Le monde sans fin. Le monde sans fin. 250 000 exemplaires vendus, ça mérite effectivement d'être souligné. Et effectivement, cette BD est assez exceptionnelle. C'est que ce qui a fait le monde moderne, en fait, c'est l'avènement des machines. Oui. Et l'avènement des machines, c'est l'histoire de l'énergie. Depuis 2 siècles, on a de façon croissante augmenté la quantité de biens et de services dont on dispose, diminué la quantité de temps dont on travaille, augmenté le temps libre sous toutes ses formes, les études longues, les retraites, les week-ends, les congés payés, etc. Tout ça, on le doit au fait que les machines se sont mises à travailler pour nous. Et cette réalité physique, aujourd'hui, est très largement absente des programmes politiques, y compris des programmes dits écologistes. Et ce qui est en train de nous arriver maintenant à petit feu depuis une quinzaine d'années, c'est un ralentissement de cette abondance. Il y a une cause physique sous-jacente qui fait qu'on commence à avoir de plus en plus de problèmes d'emploi, de dettes, etc. Ouais. Et pour le moment, malheureusement, l'essentiel des programmes politiques sont encore un peu hors sujet par rapport à cette réalité. Ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne finalement à moins consommer, tout simplement. Déjà, c'est la base de tout. Je vais vous donner un multiple qu'on développe dans ce... La quantité de travail fournie par les machines sur Terre est 200 fois supérieure à la quantité de travail fournie par les êtres humains. 200 fois supérieure. Ce qui a fait les vêtements qu'on porte sur ce plateau, du reste le plateau lui-même, les micros dans lesquels on parle, etc. Tout ça, c'est des machines. Dans un monde qui va être de plus en plus sobre en énergie, qu'on le veuille pour des raisons climatiques ou qu'on le subisse parce que les énergies fossiles sont épuisables, nous allons de toute façon devoir être plus sobres, nous allons de toute façon devoir travailler plus, nous allons de toute façon apprendre à vivre différemment. Une question. Pour faire avancer cette question écologique, en tout cas, c'est mieux de le faire dans la politique ou en dehors de la politique. Est-ce qu'une personnalité comme vous pourrait un jour entrer en politique? C'est une question qu'on peut se poser même sur une grande partie de l'échiquier politique. Le gouvernement, déjà la constitution Pardon de vous dire ça, cette question n'a aucun intérêt. Non, par contre, la première, elle n'a aucun intérêt. La première question a de l'intérêt. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire... Je la dépersonnalise, allez, on la met de côté. Voilà. Est-ce qu'on peut ne pas faire de politique sur ce genre de sujet? Évidemment non. Et du reste, c'est bien le problème de l'élection qui vient de se dérouler, qui, il faut le rappeler, n'est qu'un premier pas. Parce qu'il y a quand même un gouvernement, il émane de l'Assemblée nationale. Donc, pour le moment, on a franchi la première marche de l'escalier. Attendons de voir ce que va être l'Assemblée. Mais évidemment, vous êtes bien au courant de la vie politique. Évidemment, je vais faire un peu d'éducation civique comme tout le monde. Mais évidemment que cette affaire doit être politique, mais je vais reprendre le mot qui a été évoqué par mon voisin de gauche. Il faut un projet. La politique intéressante, c'est celle qui procède d'un projet. Et aujourd'hui, là, je vais reprendre une autre expression qui a été évoquée sur ce plateau, on est dans de la gestion courante, on n'est absolument pas dans du projet. Et on va être sur une moto avec Jeff Bittenberg. Très écologique. Oui, c'est pas voilà. Il y en a 3 devant, 4 derrière, et ça 12 roule très voitures. Vite, Jeff, où êtes-vous? Tant qu'on n'a pas cet objectif en commun et que l'objectif c'est de réduire le déficit budgétaire, vous pouvez y aller. Je veux dire, on s'en fout. L'obstacle à ce qui est évoqué, c'est en fait le truc qui paraît peut-être le plus évident aux gens dans cette salle, mais c'est que la transition énergétique n'est pas un objectif commun en Europe. Elle n'existe pas, la transition européenne. Chacun a son objectif national. C'est-à-dire les Allemands veulent garder leur charbon, les Polonais veulent pas du gaz russe, les Hongrois non plus, les Tchèques veulent du nucléaire, les Hongrois et les Roumains aussi, les Autrichiens surtout pas et les Italiens non plus. Enfin, il n'y en a pas aujourd'hui. Voilà, alors il y a un moyen très facile de régler le problème du CO2, c'est la récession. Donc je vous ai dit tout à l'heure, le PIB par personne, si vous le faites baisser, ça soulage l'effort sur les autres termes. Alors voilà par exemple l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, ils ont perdu 10% de CO2 entre 2007 et 2009. Donc, au lieu de nous emmerder à faire des réacteurs nucléaires, je propose que nous multiplions les banques d'affaires en France et
qu'on les laisse faire ce qu'elles veulent, ça ira beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Pourquoi on s'emmerde avec des tas de trucs dont les écolos veulent pas. Les écolos, je pense qu'ils veulent bien des banques d'affaires, des gens respectables, avec des belles cravates comme moi, et vous verrez, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, la solution à tous nos problèmes, elle est là. Alors, encore une fois, c'est une semi-boutade. C'est bien comme ça que le système se régule si on ne s'occupe pas sérieusement de ce que je viens de vous évoquer. C'est comme ça qu'il se régule. Physiquement possible. Comme dit Jean Covici, tout ce qui ne respecte pas la règle de 3 est une promesse en l'air sur laquelle vous ne devriez pas parier l'intégralité de vos économies. Il y a 10 ans déjà, vous prédisiez un choc pétrolier et vous dérouliez de manière assez implacable le scénario: hausse des prix de l'énergie, inflation, chute de la consommation, récession, appauvrissement des classes moyennes et sur le plan géopolitique, pression migratoire et dérive autoritaire. Est-ce qu'on y est ? Donc à la question que vous avez sûrement posée, qui est comment on fait pour se passer du gaz, pour se passer du pétrole, etc. En fait, en une semaine, on s'en passe pas. En un an, on s'en passe pas. En 10 ans, on s'en passe pas. Enfin, en tout cas, pas dans un monde tranquille. Le problème, c'est qu'on n'est plus dans un monde tranquille, j'allais vous dire. Oui, ce que je veux dire, c'est pas en mode tranquille. On ne peut pas fermer le robinet comme ça d'un coup. Sans contrepartie, non. Pour rappeler les enjeux, la Russie, c'est un tiers du pétrole qu'on importe en Europe. L'Union européenne, si on exclut la Norvège et la Grande-Bretagne, qui n'en font pas partie, importe 96% de son pétrole. Donc on n'a rien chez nous. Donc le pétrole importé en Europe, c'est un tiers qui vient de Russie. Le gaz importé en Europe, c'est 40% qui vient de Russie. Dans les deux cas de figure, la source domestique de production du pétrole et du gaz, c'est la mer du Nord. La mer du Nord est en déclin depuis 2000 sur le pétrole et en déclin depuis 2005 sur le gaz. Donc, on n'a pas de réserve. Donc, on a pompé. La recherche du pétrole, c'est comme les œufs de Pâques. Vous savez, vous cherchez les œufs de Pâques, vous vous rappelez, on trouve d'abord les plus gros et les moins bien planqués. Et puis, plus le temps passe et plus vous trouvez des petits et très bien planqués. La recherche du pétrole et du gaz, c'est pareil. D'abord, on trouve les gros gisements faciles à exploiter. Puis, plus le temps passe, plus on trouve des trucs qui sont ou petits ou bien planqués. Et donc, c'est plus compliqué. Puis, à un moment, il n'y en a plus. Parce qu'il faut des dizaines ou des centaines de millions d'années pour faire du pétrole et du gaz. Donc, à un moment, il n'y en a plus. Donc, le fait de savoir qu'on allait devoir faire avec moins de pétrole et de gaz, c'est écrit depuis le début. Le pétrole et le gaz sont épuisables et même si on ne veut pas s'en passer pour des causes climatiques, à un moment, on va devoir s'en passer pour cause de juste, il n'y en a plus, quoi. Bon. Sauf que là, il y a une accélération, évidemment, qui est une cause géopolitique. Alors, il n'y en a plus. Après, c'est la boule de cristal pour savoir d'où ça vient. C'est-à-dire, ça peut venir par épuisement tranquille des gisements, ça peut venir par rupture instantanée d'approvisionnement parce qu'on est en bisbille avec le pays producteur, ça peut venir pour encore d'autres raisons. Ça peut venir, par exemple, pour Covid. Nettement de lui acheter du gaz. Qu'est-ce que vous leur dites? Ça vous fait rire? Hollande, il me fait bien marrer. Oui, pardon de l'expression. Non, mais je comprends. Parce que quand il était président, il a fait tout ce qu'il pouvait pour favoriser le gaz au détriment du nucléaire. Les systèmes énergétiques sont des systèmes qui sont des systèmes lents. Et donc, ce qu'on est en train de réaliser maintenant, c'est que si on n'agit pas avec un préavis de plusieurs dizaines d'années, au moment où les emmerdements arrivent, on peut juste les subir. Vous savez, les systèmes énergétiques, c'est un peu comme l'éducation d'un enfant. Si pendant 20 ans, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous corrigez pas le tir en une semaine, ni en 6 mois, ni même en un an. Et bien là, c'est exactement pareil. On ne peut pas tout reconfigurer en l'espace de quelques mois, ni même en l'espace d'une année. Et si on décide de se passer du pétrole et du gaz russe, une partie la contrepartie sera de la souffrance. Pour partie. Il y aura de la souffrance. Oui, bien sûr. Les Européens rechignent à prendre cette décision. Vous le disiez parce que, notamment, il y a cette grande dépendance, pas tant de nous, mais des Allemands, voire même des Finlandais qui sont carrément à 100% dépendants des Russes. On ne va pas avoir 30 ans pour s'y mettre. Comment on fait pour s'en passer sans contrepartie? On ne fait pas. Voilà, là on est au stade où c'est juste... On ne peut pas fermer le robinet. Si on décide de se passer du pétrole et du gaz russe, une partie la contrepartie sera de la souffrance pour partie. Il y aura de la souffrance. Je vous fiche mon billet, c'est qu'on ne se passera pas de la totalité du pétrole et du gaz russe. Ils n'auront pas ni la force, ni le courage, ni la possibilité de le faire. Parce que ça engendrera une récession qui sera beaucoup trop importante. Alors allons au bout de votre logique. Si on supprimait, comme certains le demandent, toute importation de gaz et de pétrole russe, alors l'Europe plongerait en récession. C'est évident. C'est évident.